Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 30 octobre 2022. Ouais, hier, vidéo plutôt sombre, hein? Et j'ai poursuivi hier soir, très tard, ma lecture du gendre de Mussolini, Ciano, qui était affecté au ministère des Affaires étrangères et qui faisait la navette entre Rome, Berlin et Madrid pour essayer de... En fait, pour essayer de faire de telle sorte que Mussolini prenne ses distances des uns et des autres et qu'il reste résolument du côté de la France et de l'Angleterre. Mais, vous connaissez la suite de l'histoire, il n'y est pas parvenu. Et c'est étonnant parce que c'était un tout proche, c'était son gendre, et même, d'une certaine manière, Mussolini le voyait, en quelque sorte, comme son héritier politique. Mais il ne souhaitait pas, il souhaitait que ça passe quand même par le jeu d'élection à l'intérieur du parti. Alors, je me suis couché tard, parce que c'est captivant, comme je vous le disais hier, ce qui est captivant, c'est de voir comment les uns et les autres, comment les pays, qu'ils appartiennent à l'Axe ou qu'ils appartiennent aux Alliés, ils se livraient assez peu d'informations les uns les autres. Et j'ai l'impression qu'on assiste à ça présentement avec l'actuelle guerre qui n'est pas tout à fait encore mondialisée. Aussi, quel contraste avec la vidéo de la veille où j'évoquais les, les quatre points essentiels de l'esclave affranchi qui consistent à désirer, espérer, imaginer et transmettre. Une vidéo, en fait, j'aurais envie de dire, pas nécessairement résolument optimiste, mais qui exprime ma façon de voir la vie. Et hier, je vous ai parlé de Chalamov et de l'expérience des camps. C'est encore autre chose. Hein? Varlam Chalamov, je vais vous montrer quelques livres que j'ai décidé de garder suite à cette acquisition massive d'ouvrages consacrés au camp et innombrables consacrés à Joseph Staline. J'en ai déduit que le propriétaire de ces livres était un professeur d'université, enseignant dans une université qui a la réputation de résolument pencher à gauche et qui a même une longue tradition de grève étudiante et d'agitation sociale à l'intérieur même de ces murs. Et j'avais l'impression même qu'il n'avait de cesse d'accumuler de la documentation contre ce qu'il devait juger comme une abomination, à savoir le système concentrationnaire soviétique. Alors, dans ce lot assez important de livres, il y a Varlam Chalamov, correspondance avec Boris Pasternak et souvenirs. Il vient de sortir des camps. Il n'a qu'une seule envie, une seule envie évidemment, c'est de vivre, mais c'est de se refaire une santé intellectuelle. Et le Chalamov premier est un poète. J'ai partagé deux phrases sur ma page Facebook, deux phrases de Chalamov sur sa conception de l'écriture qui en ont fait bondir plus d'un parce que lui, il jugeait que corriger, c'était inadmissible. Corriger un texte, qu'il fallait le reprendre pour retrouver le feu de l'émotion. Alors pour lui, c'est clair, on écrit avec l'émotion. Forcément, quand on a passé 17 ans de sa vie dans un camp, il est possible qu'on ait une seule envie, c'est de vibrer, de vivre, de respirer,
de ne pas avoir qu'enligné, d'avoir le désir d'enligner des phrases parfaites. Probablement après une expérience pareille, on n'a pas envie d'être un Gustave Flaubert, très certainement. Et c'est dans cet ouvrage-là, Mes bibliothèques, justement, où il raconte comment il a repris goût à la lecture, qu'il avait perdu, va sans dire, et qu'il avait commencé à écrire. C'est un tout petit livre, vraiment minuscule, de quelques pages. Il cite ici Stéphane Zweig, dit que les livres sont un monde disparate et dangereux. Nul ne contestera la justesse de cette définition. J'ajouterai que les livres, c'est aussi un monde qui ne nous trahit jamais. Notre âge nous dicte nos goûts, il limite et focalise notre perception. Selon les différentes époques de notre vie, nous cherchons et nous trouvons des choses différentes dans le même roman. Je sais très précisément ce que je cherchais dans mon auréole de Maupassant à 10 ans, à 15, à 20, à 40 et à 50 ans. Nous devenons adultes en prenant conscience de l'incomparable grandeur de Pouchkine. Ce n'est qu'à la maturité que nous distinguons la véritable et modeste place qu'occupent Zola et Balzac. Il arrive que nous nous trompions sur des livres. Nous lisons des milliers de pages imprimées qui ne méritent pas tout ce temps perdu. Les livres sont des êtres vivants. Ils peuvent nous décevoir, nous distraire. Il y a dans la vie de tout homme cultivé un livre qui a joué un grand rôle dans son destin. Bien souvent, ce n'est pas du tout l'œuvre d'un génie. Ce n'est qu'un livre ordinaire autour d'un auteur moyen. Pour 2 générations de Russes, ce fut le Pan de Voynich. Pour moi, le livre qui marqua mon destin fut le roman de Robchin, Ce qui n'arriva jamais, que j'ai lu en 1918. Aujourd'hui encore, j'en sais par cœur bien des passages. Les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie. Ils sont notre immortalité. Je regrette, et ça se termine comme ça, ce sont les derniers livres de cet opuscule. Je regrette de n'avoir jamais possédé ma propre bibliothèque. Mes bibliothèques, Varlam Chalamov, et celui-ci de Luba Jorgensen, Le Sommeur Dieu, souvenir de Varlam Chalamov. Alors ça aussi, ça va être très, très, très intéressant. Peut-être je vais tourner autour de ces 3 livres-là. Ben, il y a celui Le Monde du crime et que j'ai lu. Et après, peut-être, vais-je m'aventurer, mais j'ai trop de livres là, qui attendent leur tour, là, tout à fait obéissants. C'est parfois obéissant des livres, hein, mais parfois aussi ça désobéit. Et c'est là, au fond, qu'ils nous happent, qu'ils nous prennent par le collet et ils nous disent « Prends-moi, libère-moi, sors-moi de cette bibliothèque où je suis incarcéré sans avoir la possibilité de ressentir l'air libre. » Alors je vais aussi revenir brièvement sur cette histoire du monde du crime, parce que suite à la vidéo d'hier, j'ai réfléchi, bon, les 2 contrastes, une qui dit la première qui est un peu le
cœur de ma vie, le désir, l'espérance et l'imagination et transmettre quelque chose, et les truands dans les films américains. Et j'ai réfléchi après la vidéo, ça m'arrive même de me donner à moi-même des pistes de réflexion. Et il y a Jacques qui est venu me voir aujourd'hui à la librairie. Vous le savez, je n'écoute jamais de téléséries, mais j'en ai écouté 3 dans ma vie. Je peux les nommer les 3, en fait. J'en ai écouté 3, et la dernière que j'ai écoutée, c'est il y a plus de 10 ans. J'ai expliqué pourquoi j'en écoute pas. C'est faute de temps, et je sais qu'il y en a d'excellentes. Je n'irai pas contester cela. Mais même les excellentes nous bouffent du temps. Et quant à celles qui sont moyennes ou même mauvaises, eh bien, écoutez, vous comprendrez que je passe mon tour. Mais c'est de la même manière que je choisis assez soigneusement les films que je vais regarder. Et je sais par avance si les films sont bons ou pas. Vous allez me dire comment je fais ça. C'est simple, j'ai passé toute mon adolescence, une bonne partie de mon adolescence, dans des salles de cinéma. J'ai eu une très grande passion pour le cinéma. Passion, en fait, que j'ai toujours. Mais qui fait que quand je prends du temps à regarder un film, il faut que ce film-là m'apporte quelque chose, nécessairement. M'arrive parfois, à l'instar de certains livres, de me tromper. Mais dans le cas des livres, et puis des films aussi, je ne me sens pas l'obligation de poursuivre ma lecture si cela ne me convient pas. Et pour ce qui est des films, donc, sur les truands, eh ben, en fait, en y réfléchissant, bon, hier, j'ai évoqué Bonnie and Clyde, qui était quand même d'un vide abyssal. Clyde est bas de plafond, Bonnie est une boniche, même si Faye Dunaway, là-dedans, elle était assez belle. Délivrance, hein, avec Burt Reynolds, était plutôt également, je parle des films des années 70, était plutôt, franchement, c'était des truands qui ne volaient pas haut. Massacre à la scie, Texas Massacre, Chainsaw Massacre, c'était aussi le degré zéro au niveau du truandisme. Il y a l'incroyable Orange Mécanique. On ne peut pas dire que le personnage d'Alex, interprété par Malcolm McDowell, était... D'ailleurs, c'était le seul film, en fait, je pense. Il y avait If qui avait fait quelques années auparavant, dans lequel il jouait, qui était plutôt réussi. En fait, on va retenir de Malcolm McDowell, oui, If et Orange Mécanique. Après ça, je ne crois pas que sa carrière ait été tellement productive. Mais le personnage d'Alex, donc, est insignifiant. Il devient intéressant quand il tombe aux mains de la société et qu'on veut le soigner, qu'on veut le soigner de sa bêtise d'une certaine manière. Bon, là, je vous nomme. Vol au-dessus d'un nid de coucou, le personnage interprété par Jack Nicholson n'est pas particulièrement brillant, mais là, ici, c'est un petit délinquant qui tombe entre les mains du système psychiatrique, mais encore là, ce n'est pas lui la figure la plus... Alors, je vous énumère une longue série. Et finalement, Jacques, oui, pour en arriver à Jacques, on a évoqué, oui, Tony Soprano. C'est une série que j'ai regardée. Quand est-ce que c'est sorti, Tony Soprano? Ça doit faire 20 ans à peu près. Mais il y a des passages qui me... Mais Tony n'est pas non plus, c'est quelqu'un de... Il est d'une intelligence... en fait, c'est pas un génie, hein, disons-le. Et il y a une séquence là où c'est intéressant et qui montre en fait les limites de ces personnages-là, c'est qu'il va en thérapie. Et c'est là, tout à coup, ce genre d'individu-là, en thérapie, ça ne peut pas fonctionner.
Et en fait, il va, mais on comprend bien qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de se taper sa thérapeute. Hein. Et elle-même, elle a des sentiments assez troubles, à la fois fascinée, à la fois dégoûtée et intriguée, assurément, par ce bandit, par ce truand de haut niveau. Et il y a une des séquences où elle décide qu'elle comprend qu'elle ne parviendra jamais à rien avec lui. C'est quand il l'attend dans la salle d'attente et il y a un article qui l'intéresse et elle l'observe à la dérobée, déchirant l'article d'un magazine et enfonçant l'article dans sa poche. Et là, elle comprend que même dans le menu détail, il ne se contente pas de refroidir ses ennemis, mais même dans les menus détails de la vie quotidienne, il ne respecte absolument rien. Et le passage où Carmela, sa compagne, comprend bien qu'elle est prise dans un engrenage assez maléfique et elle s'inquiète pour l'avenir, pour sa sécurité, pour l'avenir de ses enfants, va à son tour consulter un thérapeute qui sort tout droit de 5 psychanalyses de Freud et qui en même temps a l'air également d'un personnage sorti d'un roman de Dostoïevski et qui lui fait comprendre sans embâge qu'elle n'a qu'une seule option. C'est de quitter Tony Soprano ou encore de renoncer à l'argent que le mode de vie, de renoncer au mode de vie que lui offre son mari. Et qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'un seul choix, c'est de quitter la table. C'est de faire un choix radical. Et on comprend que, elle ne va pas faire ça. Et plutôt que de faire ça, elle va, pendant ce temps-là, oui, parce que leur fille désire entrer dans un collège juppé, et elle n'a peut-être pas tout à fait les notes, ou encore, et si mon souvenir est flou, peut-être que la direction ne souhaite pas avoir en son sein la fille d'un mafieux notoire, mais ils réussissent à faire de telle sorte que leur fille entre dans cette institution UP par le don d'un chèque assez important. Et par ce chèque-là, elle achète aussi quelque chose et elle se dédouane. Mais on comprend que finalement, elle ne renoncerait pas. Ça, c'est un passage qui m'est resté. Alors oui, si Chalamov nous dit que la société russe, elle est fascinée par les truands, eh bien, assurément, la société américaine, le cinéma américain, et c'est exactement la même chose. Et vous pourriez vous-même compléter cette liste. Et tous ces personnages de vilains sont sans relief, sont sans profondeur. Ils sont hautement prévisibles. On est peut-être effaré devant le radicalisme de leur violence. Mais assurément, il n'y a pas matière à grande réflexion. Bon, on comprend dans le cas de Tony Soprano, il y a des relations troubles avec sa mère. Alors, on nous sert toujours du freudisme à 5 balles pour nous expliquer les turpitudes de ces personnages sans envergure. Ça m'apparaît un peu creux aussi comme affaire. Alors, c'est tout ça qui a fait que, d'une certaine manière, personnellement, je me suis détourné du cinéma américain. Trop prévisible et avec toujours la même obsession, parce que tous ces gens-là, les uns et les autres, ne font que ça, que pour une seule et unique raison, à part certains tueurs en série, ne le font que pour l'argent. Alors, et ça, c'est
la société américaine, elle est malade de son culte de l'argent, de la réussite sociale. Elle en est littéralement malade. Elle est perdue à cause de ça. Et un des derniers films que j'ai vu, un film français, justement, qui nous montre un personnage, un des films français dans le genre vilain garçon, là, assez effrayant, même très effrayant, parce que j'y ai repensé à plusieurs reprises à certaines scènes, et dont le titre est truand. Et le comédien, dont le nom m'échappe, en tout cas je ne le connaissais pas, je sais qu'il a une belle réputation en France, eh bien ce comédien-là, dans ce rôle-là de truand sans vergogne, il est à mon avis tout à fait remarquable. Mais aucune profondeur, aucun arrière-pensée, aucune possibilité de rédemption non plus. Parce que c'est ça aussi qui est caractéristique de ces personnages sans relief, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et c'est très... en fait, ça finit par être navrant, cette représentation sempiternelle d'individus sans grandeur. Et il faut bien l'admettre, Poutine est un truand, pour revenir à cette logique-là, est un truand. Et si on observe Zelensky, en tout cas, moi, vous le savez, je suis d'heure en heure cette histoire qui est l'histoire la plus importante qui nous soit jamais arrivée, à nous les vivants, présentement. Eh bien, Zelensky, si on observe la souffrance commence à faire son œuvre. Si on observe sa physionomie, les traits, les 8, on s'approche du 9e mois de cette guerre, assurément, et il risque sa vie. Il risque sa vie, oui, assurément, parce que c'est sûr les Russes vont tout faire pour essayer de l'assassiner. Et c'est possible aussi qu'à l'intérieur même de l'Ukraine, ils soient nombreux, les gens jugeant que cette guerre-là commence à être coûteuse, et pour le peuple, et en hommes, et en souffrance humaine, que certains voudraient bien faire des compromis avec les Russes. C'est à peu près certain. C'est inimaginable qu'il n'y ait pas des factions à l'intérieur du groupe ministériel ou de l'opposition qui ne souhaitent pas que cette guerre-là se termine. Et on ne peut pas dire non plus que ces gens-là ont parfaitement tort de dire, bon, ben, on est peut-être en mesure de... Mais c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Est-ce que Poutine accepterait une porte de sortie honorable? Est-ce qu'il accepterait... Et on comprend bien que nous sommes dans un engrenage qui me semble assez difficile à déjouer. Alors voilà, en 2 vidéos, j'ai soufflé le chaud et le froid. Et cette dame, hier, qui est très, très catastrophée, me demandait conseil. Je n'étais pas pour lui servir les conseils que je vous offre à vous, c'est-à-dire continuer à désirer, continuer à espérer quand tout ça s'enchaîne, et d'imaginer comme vous le faites. Et puis si vous pouvez transmettre quelque chose autour de vous, je ne pouvais pas commencer à lui expliquer que les livres, les bibliothèques, le temps consacré à la méditation, à la vie intérieure, sans radio, même sans nouvelles, sans... Regardez, ce soir, on est allé faire une longue promenade, Fabienne et moi. Et il y avait un ciel bleu extraordinaire. Ciel bleu
bleu acier d'octobre avec les arbres dépouillés. C'était à la fois beau et lugubre. Et quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est comment les gens font pour ne pas être étonnés d'exister. Hein, c'est... Pour les Grecs anciens, l'étonnement était pour les présocratiques, l'étonnement était à la base de la philosophie. L'étonnement. Et ça m'aura toujours étonné qu'on ne s'étonne pas, au fond. Que c'est quelque chose à la fois d'extrêmement inquiétant que d'être, inquiétant, presque cauchemardesque par moment. Et puis à d'autres, c'est extraordinaire. La beauté est partout. La chaleur humaine est là aussi. La bonté animale. C'est à la fois beau et terrifiant, en fait. Et d'être là, dans ce monde qui nous est offert, compliqué, où la vie, c'est ça, c'est une résolution sans fin de problèmes. Comment fait-on pour ne pas en être étonné de cette existence-là? Alors donc, à cette dame, je n'étais pas pour lui dire, écoutez, madame, il faut que vous désiriez. Alors je lui ai conseillé, platement, de rembourser ses dettes, de limiter sa consommation d'alcool ou de médicaments. Et si elle avait un mari, elle en avait un, d'essayer d'avoir une relation harmonieuse avec cet homme-là, ou si c'est pas le cas, d'en changer. Bon, je ne suis pas allé jusque-là, mais c'est l'idée. Mais c'est pas le genre de conseil que je vous donne à vous. Non, le conseil, c'est la vidéo de la veille. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. À demain. À demain, oui, à demain. Et je pensais peut-être... Ah non, je vous dirai pas ça. J'allais vous dire... Oui, je peux vous dire ça. Nous pensions aller en Europe au début de l'année 2023. Mais après réflexion, après analyse de la situation à l'international et avec peut-être une récession, sinon même une crise économique importante, nous avons jugé qu'il valait mieux faire attention à ses finances et renoncer à ce voyage. Moi, ça m'enchante. J'adore prendre l'avion. J'adore être dans un avion. Je trouve ça extraordinaire, l'avion. Et en fait, je pense que je voyagerais juste pour être dans l'avion. Et puis, je vous l'ai dit souvent, moi, c'est le seul pays que j'aime visiter, c'est la France. Je suis allé, je sais pas, 12-13 fois en Europe. Bon, je suis allé en Angleterre quand ma mère y vivait. Mais une fois rendu en France, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'explorer la France. Pays très complexe. Très, très, très complexe. Les Bretons, c'est pas les Niçois. Et les Parisiens, c'est pas les Lyonnais. Alors, toutes ces... Les Auvergnats, j'ai adoré l'Auvergne. J'ai adoré l'Auvergne. Et l'Auvergne, il y a des ressemblances avec le Québec. Et puis, très curieusement, en Auvergne, personne ne me comprenait. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que je foutais là. Et tous me disaient, oui, mais normalement, les Canadiens, les Québécois, ils vont pas en Auvergne. Ils vont sur la Côte d'Azur ou ils vont en Normandie. Mais ils vont pas dans le Massif central. Le berceau de l'art roman. Clermont-Ferrand, la patrie de Pascal et de Valéry Giscard d'Estaing. Ouais, comme dit Fabienne, l'indestructible lave des cathédrales construites avec l'indestructible
lave des volcans. Voilà, je cite Fabienne. À demain.